Soyons honnêtes un instant. Qui n'a jamais cru à cette vieille légende qui dit qu'après la fraie, les poissons sont tellement affamés qu'ils sauteraient presque hors de l'eau pour attraper votre appât? C'est logique, non? Ils viennent de passer des semaines à se reproduire, à puiser dans leurs réserves, à se battre. Ils devraient être de véritables machines à manger. Et pourtant, vous êtes là, assis sur votre siège depuis le lever du jour. Le soleil commence à taper, votre montage est parfait, votre appât est magnifique, mais rien ne se passe. Pas la moindre tirée. Le vide absolu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fâche. Nous allons voir pourquoi cette croyance populaire ruine vos sorties de pêche au printemps et en début d'été. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi le poisson boude vos lignes et surtout, comment inverser la tendance de manière radicale. D'ailleurs, posez-vous la question. Êtes-vous vraiment sûr que votre montage habituel ne ressemble pas à un épouvantail sous l'eau en ce moment précis? Répondez-moi dans les commentaires. Je suis curieux de savoir qui est encore adepte des vieilles méthodes. Pour bien comprendre le problème, il faut se remettre dans le contexte de ce que nous avons tous appris avec nos grands-pères ou les anciens du village. La règle d'or était simple. Le poisson a maigri, le poisson a faim, donc on lui donne de gros morceaux et on amorce lourdement. Pendant des décennies, cette approche brutale a été la norme. Pourquoi? Parce qu'on confondait l'instinct de survie alimentaire avec le besoin de récupération physique. C'est une erreur fondamentale de compréhension du milieu aquatique. Le moment qui suit la reproduction est sans doute la période la plus critique et la plus complexe de l'année pour la faune piscicole. Les poissons sortent de cette épreuve avec un métabolisme complètement bouleversé, des blessures parfois, et surtout un niveau de stress qui crève le plafond. Continuer à pêcher avec des gros diamètres de fil, des hameçons énormes et des appâts grossiers à cette période précise, c'est comme essayer d'attraper une souris avec un filet à papillons géant en faisant résonner une fanfare. Ça ne marche tout simplement pas. Et c'est exactement pour cela que la majorité des pêcheurs se cassent les dents pendant des semaines après la fraie en pensant que le poisson n'est tout simplement pas là, alors qu'en réalité, il est juste sous leur nez, mais terrifiés par leur approche. Imaginez la scène de bon matin. Vous arrivez sur votre poste préféré. Une brume légère flotte encore sur l'étang, le silence est absolu. Vous savez que la période de reproduction vient de se terminer. Dans votre tête, le plan est simple. Vous allez faire un véritable carton. Vous préparez votre matériel, vous montez votre ligne habituelle, celle qui a si bien fonctionné l'automne dernier. Vous accrochez un beau ver de terre bien dodu ou un gros pelet et vous lancez en plein milieu. Et là, le temps s'arrête. 1 heure, 2 heures, 3 heures passent. C'est le calme plat. C'est ici que l'on touche au cœur du problème. Le poisson d'après frais n'est pas le poisson de l'automne. C'est un animal convalescent. Son corps est épuisé, ses nageoires sont parfois effilochées à cause des frottements sur les graviers ou les branches. Il n'a absolument pas l'énergie nécessaire pour poursuivre une proie trop grosse ou pour engamer un appât qui lui demande un effort disproportionné de digestion. Le proposer à ce moment-là, c'est faire une erreur d'évaluation totale sur ses capacités physiques. Il faut penser petit, penser facile à manger, penser nourriture prédigérée. Si vous lui proposez un repas de fête alors qu'il a du mal à tenir au fond de l'eau, il passera son chemin sans même y jeter un regard, tout simplement par manque de force. Parlons maintenant de cette fameuse technique de l'amorçage massif. C'est un grand classique. On se dit que pour attirer un poisson affamé, il faut lui dresser une table de roi. Alors, on sort le grand jeu. On prépare des kilos d'amorces, on fait des boules grosses comme des oranges et on bombarde le coup d'entrée de jeu. Plouf, plouf, plouf. Le bruit résonne sur toute la surface du plan d'eau. Autrefois, on disait que ce bruit appelait le poisson. Aujourd'hui, on sait que c'est souvent le contraire à cette période précise. Les poissons qui viennent de frayer sont dans un état de méfiance extrême. Leurs sens sont en alerte maximale car la reproduction les a rendus vulnérables aux prédateurs. Quand vos boules d'amorce atterrissent avec fracas sur leur tête, ce n'est pas une cloche de dîner qu'ils entendent, mais une véritable alerte à la bombe. Ils fuient, tout simplement. Ils quittent la zone pour trouver un endroit plus calme. L'approche agressive qui consiste à gaver le coup d'entrée
est le meilleur moyen de tuer votre partie de pêche avant même qu'elle ne commence. Il faut changer de paradigme. La discrétion devient votre arme la plus absolue. Un amorçage de rappel très léger, à la fronde ou à la coupelle, avec de toutes petites particules, sera infiniment plus productif. Avez-vous déjà prêté attention à la clarté de l'eau juste après le printemps? Souvent, avec le réchauffement climatique et le manque de précipitations, les eaux s'éclaircissent très vite. C'est un facteur que beaucoup oublient de prendre en compte. Vous êtes là, sur la berge, avec votre nylon fluo de fort diamètre ou votre tresse bien visible, pensant que le poisson est trop affamé pour s'en soucier. Faux, archi faux. Dans une eau claire, un poisson au repos, qui stationne entre deux eaux ou près du fond pour récupérer, a une acuité visuelle redoutable. Il a tout le temps d'inspecter votre ligne. Si votre fil est trop gros, si votre émerillon brille au soleil, si votre hameçon est grossier, il va s'en détourner. C'est le moment précis de l'année où il faut affiner ses montages à l'extrême. Descendre de 2 ou 3 centièmes sur votre bas de ligne peut littéralement sauver votre journée. L'utilisation du fluorocarbone prend tout son sens ici, grâce à son indice de réfraction proche de celui de l'eau. Oubliez vos certitudes de l'année dernière. Le mot d'ordre est l'invisibilité. Si vous ne pouvez pas voir votre propre ligne dans l'eau, il y a de fortes chances que le poisson ne s'en méfie pas non plus. Il y a un autre paramètre fondamental que l'on néglige souvent, la taille de l'hameçon. C'est presque un réflexe psychologique chez le pêcheur de vouloir utiliser un gros hameçon pour ne pas rater le poisson. On se dit que gros appât égale gros hameçon égale belle prise. Mais après la fraie, les poissons ont des touches extrêmement timides. Ils n'aspirent pas l'appât avec force, ils le goûtent, le recrachent, le pincent du bout des lèvres. Si votre hameçon est trop lourd ou trop grand, ils vont sentir une résistance anormale instantanément. Résultat, vous verrez peut-être votre flotteur tressaillir ou votre sillon frémir légèrement, mais vous n'aurez jamais de vraies touches franches. Pensez à un pêcheur au cou expérimenté. Il n'hésitera pas à descendre sur des tailles d'hameçon minuscules, du 18, du 20, voire du 22, pour déjouer cette méfiance. Un petit hameçon fin de fer, piquant comme une aiguille, pénétrera sans le moindre effort à la moindre aspiration. Associé à un tout petit appât, comme un asticot unique ou une petite graine de chènevis, il vous garantit de transformer ces touches fantômes en vraies captures. C'est un travail d'horloger, mais c'est la clé de la réussite. Abordons la question des odeurs et des arômes. Dans les rayons des magasins de pêche, c'est l'explosion des couleurs et des parfums. Fraises, ail, calamars, épices en tout genre. Le pêcheur moderne adore tremper ses appâts dans des liquides ultra concentrés en se disant que ça va réveiller les poissons à des kilomètres à la ronde. Mais pensez-y 2 secondes. Un poisson qui sort d'une période d'épuisement intense n'a pas envie d'une odeur agressive ou chimique qui lui sature les sens. Imaginez-vous un lendemain de fête avec un violent mal de crâne. Avez-vous envie d'entrer dans une parfumerie ou préférez-vous l'air frais? Les poissons réagissent pareil. Un excès de parfum artificiel peut avoir un effet totalement répulsif après la fraie. Il faut revenir aux fondamentaux. Privilégier les odeurs naturelles et douces. Le naturel prime toujours. L'arôme d'une farine fraîchement moulue, le jus naturel d'un ver de terre coupé en morceaux ou la subtile odeur d'un maïs doux sont amplement suffisants. Si vous utilisez des additifs, ayez la main extrêmement légère. Une goutte suffit là où vous en mettiez 10 auparavant. Le but est de titiller leur curiosité, pas de les asseoir avec une odeur étouffante. La localisation est un autre grand mystère. On a tendance à retourner sur les postes où on a vu les poissons s'agiter pendant la reproduction. Les bordures peu profondes, les herbiers denses, les racines immergées. C'est vrai qu'ils y étaient par centaines il y a quelques jours. Mais une fois l'acte accompli, croyez-vous vraiment qu'ils restent là à attendre que vous leur serviez le petit déjeuner? Absolument pas. Après la fraie, les bancs se dispersent et cherchent le repos. Les zones de tenue changent drastiquement. Ils vont souvent se reculer vers des zones un peu plus profondes, là où la température de l'eau est plus stable, ou se suspendre entre 2 eaux à l'abri de la lumière trop forte.
Ils recherchent des zones de confort thermique et sécuritaires. C'est la raison pour laquelle vous pouvez passer une journée entière à peigner une bordure magnifique sans enregistrer la moindre touche. Vous ne pêchez tout simplement pas là où se trouvent les poissons en récupération. L'astuce consiste à chercher les cassures douces, les zones d'ombre créées par des arbres surplombants, ou les plateaux de profondeur moyenne. Soyez mobile, ne restez pas cloué sur un poste stérile sous prétexte qu'il était bon la semaine dernière. Un détail qui tue et qu'on oublie systématiquement. Votre comportement sur la berge. Je vois tellement de pêcheurs arriver au bord de l'eau comme s'ils débarquaient sur un terrain de football. Ça claque les portières de voiture, ça marche lourdement avec de grosses bottes, ça plante les pics de canne à grands coups de marteau. Dans l'eau, le son se propage beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que dans l'air. Et rappelez-vous, nos amis à nageoires sont en période de stress post-frais. La moindre vibration anormale sur la berge est perçue par leur ligne latérale comme un signal de danger imminent. C'est l'alerte rouge immédiate. Avant même que vous n'ayez mis votre ligne à l'eau, le banc de poissons qui se reposait sereinement devant vous s'est déjà carapaté à 20 mètres au large. La pêche après la fraie demande de se transformer en véritable ninja. Apprenez à marcher doucement, à installer votre matériel sans un bruit, à parler à voix basse si vous êtes avec un ami. Chaque mouvement doit être calculé et fluide. C'est une question de respect du milieu, mais surtout une question d'efficacité redoutable. Le pêcheur silencieux est celui qui aura toujours un coup d'avance sur un poisson méfiant. C'est le moment idéal pour parler de la présentation de votre appât. On a trop souvent l'habitude de pêcher cloué au fond. C'est une technique rassurante. On met un plomb lourd, on tend la ligne et on attend. Mais le poisson d'après frais n'a pas toujours le nez collé sur le sable ou la vase. Très souvent, pour se réchauffer ou pour digérer plus facilement, il va se tenir décollé du fond, à quelques dizaines de centimètres, voire en plein milieu de la couche d'eau. Si votre appât est désespérément ancré dans la vase, il ne le verra jamais. Ou pire, il devra faire l'effort de descendre fouiller, ce qu'il rechigne à faire. Essayez de changer votre fusil d'épaule. Intégrez de la mobilité dans votre pêche. Un appât qui descend très lentement dans la colonne d'eau est souvent mortel. Utilisez des montages allégés. Espacez vos plombs pour ralentir la chute de lèche. Une autre technique redoutable consiste à utiliser des appâts flottants ou équilibrés qui viennent se positionner juste à la hauteur des yeux du poisson. Quand un appât se présente de manière naturelle, presque en suspension, il demande beaucoup moins d'efforts pour être engamé. Et ça, le poisson épuisé l'apprécie énormément. Faisons un point sur les conditions météorologiques. On adore pêcher au printemps sous un grand soleil sans vent. C'est agréable pour nous, ça réchauffe les eaux après un long hiver. Mais pour la pêche d'après frais, c'est souvent la pire des configurations. Une eau calme comme un miroir sous un soleil de plomb rend les poissons extrêmement craintifs. L'absence de clapots à la surface augmente considérablement la pénétration de la lumière et rend le moindre de vos mouvements ou de vos fils hyper visible. Dans ces moments-là, l'appétit des poissons est proche du néant pendant la journée. Ils attendront la tombée de la nuit ou le lever du jour pour chercher de la nourriture. Si vous n'avez pas le choix et devez pêcher en plein après-midi, cherchez les zones d'ombre épaisses ou attendez la moindre brise. Le vent est votre meilleur allié. Dès qu'un petit clapot se lève, il vient casser la surface de l'eau, réduisant la visibilité sous-marine et brassant l'eau. Cela a pour effet de rassurer instantanément les poissons. Un léger vent de face poussera également la nourriture naturelle vers votre bordure, incitant les poissons à sortir de leur léthargie. Ne fuyez pas le vent, cherchez-le. Avez-vous pensé à la qualité des èches que vous utilisez? Beaucoup de pêcheurs se contentent d'acheter une boîte d'asticots ou de verre en magasin et la laissent traîner au soleil toute la journée. Un appât à moitié mort, inerte et déshydraté n'attirera jamais un poisson difficile. Un poisson en convalescence a besoin de protéines de haute qualité, fraîches et appétissantes. C'est le moment d'être maniaque avec vos appâts. Un ver de terre doit être vigoureux,
Un asticot doit gigoter frénétiquement pour envoyer des signaux visuels et vibratoires subtils. La vivacité de votre èche naturelle fera une différence monumentale. Un mouvement naturel est bien plus efficace qu'une grosse boule de pâte inerte. C'est l'instinct de prédation, même minime, qui va réveiller l'intérêt du poisson sans pour autant l'effrayer. Si vous utilisez des graines, comme du maïs ou du chènevis, assurez-vous de leur cuisson parfaite. Une graine trop dure sera refusée car trop difficile à digérer. Une graine bien cuite, fondante, libérant ses sucs naturels, sera perçue comme un repas facile et sûr. On sous-estime très souvent l'impact du lestage sur la plombée de notre ligne, particulièrement au cou ou à l'anglaise. C'est un détail qui trahit beaucoup de monde. La plupart des lignes vendues toutes faites ou montées à la va-vite ont un plomb de touche beaucoup trop lourd. Quand le poisson, qui, je le rappelle, prend l'appât du bout des lèvres après la fraie, ressent le poids direct de ce plomb de touche, il recrache immédiatement. La touche se traduit par un petit tressaillement du flotteur qui s'arrête net. Vous pensez que c'était un petit poisson blanc, mais en réalité, c'était peut-être une belle brème ou une tanche qui a détecté le piège. La solution est de revoir l'équilibrage complet de votre flotteur. Il doit être taré au millimètre près, avec la pointe à fleur d'eau. Le plomb de touche doit être microscopique, juste suffisant pour faire descendre l'appât doucement. Plus votre ligne sera sensible, moins le poisson ressentira de résistance en prenant l'èche. C'est une guerre de nerfs et de délicatesse. Si le poisson ne sent rien d'anormal lors de sa première aspiration timide, l'hameçon sera déjà au fond de sa bouche avant qu'il ne réalise son erreur. Changeons un peu de catégorie et parlons des pêcheurs au leurre qui ciblent les carnassiers comme le brochet ou le cendre. L'erreur classique est de ressortir les mêmes gros leurres souples qui battaient de l'eau cet hiver. Vous lancez et vous ramenez à toute vitesse. Mais le carnassier d'après frais n'est pas disposé à courir le sprint olympique pour un repas. Il est planqué, il récupère. S'il voit un leurre foncer à toute allure, il le laissera passer sans bouger une nageoire. La brutalité de l'animation est le meilleur moyen de faire fuir un carnassier à cette période. Il faut drastiquement ralentir la cadence. Utilisez des leurres de taille plus modeste, avec des vibrations plus subtiles, comme des finesses ou des petits shad. Optez pour des animations planantes, avec de longues pauses près du fond. C'est souvent pendant la phase de descente, lorsque le leurre tombe lentement comme un petit poisson blessé et sans défense, que l'attaque survient. Le maître mot est la nonchalance. Votre leurre doit donner l'illusion d'une proie facile, presque mourante, qui ne demandera qu'un petit coup de gueule au carnassier pour être englouti. Et que dire de l'amorçage à base de farines industrielles très collantes? C'est une catastrophe au printemps. On a tendance à vouloir faire des boules de billard qui tiennent des heures au fond. Mais que se passe-t-il réellement? Le poisson arrive sur le coup, trouve cette boule dure et compacte. Il essaie de la picorer, mais elle ne se délite pas. Au lieu de la tirer et de le maintenir sur zone, cette approche va l'énerver ou le désintéresser totalement. L'amorce d'après frais doit être active, mécanique et surtout très légère. Elle doit exploser en touchant l'eau ou dès qu'elle atteint le fond, créant un nuage attractif de particules sans pour autant gaver les poissons. Pensez à tamiser vos amorces pour enlever les plus grosses particules. Un nuage en suspension va stimuler l'instinct de fouille du poisson et l'obliger à chercher de petits éléments. En fouillant dans ce nuage, il tombera immanquablement sur votre èche, qui sera la seule bouchée consistante au milieu de ces poussières savoureuses. Vous créez ainsi une concurrence alimentaire artificielle sans risquer de blinder l'estomac fragile de vos cibles. La patience est une vertu cardinale à la pêche, mais elle peut devenir votre pire ennemi si elle se transforme en entêtement. Je connais des pêcheurs qui restent figés au même endroit pendant 12 heures d'affilée sans avoir vu l'ombre d'une écaille, en priant pour que le poisson finisse par arriver. C'est une stratégie perdante après la fraie. Le comportement des poissons est très changeant. Ils peuvent avoir de courtes fenêtres d'activité, parfois de seulement 30 minutes dans toute une journée. S'ils ne sont pas sur votre poste ou s'ils refusent de s'alimenter, attendre stoïquement ne changera rien. Il faut savoir se remettre en question et oser être mobile.
Si après 2 heures de pêche méticuleuse, avec une approche fine et un amorçage léger, vous n'avez aucune indication, c'est le signal qu'il faut changer de stratégie. Ramassez votre matériel, marchez le long de la berge, observez l'eau, cherchez des signes de vie, des fouilles, des sauts. Le pêcheur qui réussit est celui qui traque le poisson actif, pas celui qui attend qu'un poisson inactif vienne s'empaler sur son hameçon par magie. C'est aussi le moment d'aborder la question des additifs visuels, comme les terres de somme ou les argiles. Beaucoup n'y voient qu'un moyen d'alourdir l'amorce pour aller vite au fond. C'est une erreur de ne pas exploiter leur potentiel magique. En ajoutant de la terre à votre amorce légère, vous allez créer ce que l'on appelle un effet de brouillard. C'est une tactique redoutable en période post-frais. Un nuage persistant au fond de l'eau offre aux poissons un sentiment de sécurité incroyable. En effet, dans ce brouillard naturel, ils se sentent cachés des prédateurs et de la lumière vive. C'est comme s'ils entraient dans une zone de confort douillette. Ils vont se rassembler dans cette tâche trouble et commencer à fouiller avec beaucoup moins de méfiance. L'ajout de terre permet aussi d'appauvrir votre mélange nutritif, ce qui est parfait pour ne pas gaver ces poissons au métabolisme ralenti. C'est une astuce de compétition que chaque pêcheur de loisirs devrait intégrer au printemps. Un nuage bien géré est souvent plus attractif qu'un kilo d'appât jeté à l'aveuglette. Parlons d'un phénomène naturel qui dicte l'appétit des poissons, l'éclosion des insectes. Au printemps, après la reproduction des poissons, on assiste très souvent à des éclosions massives de moustiques, d'éphémères ou de chironomes. La nature est bien faite, cette manne de nourriture naturelle arrive exactement quand le poisson a besoin de protéines faciles à digérer. Si vous continuez à vous acharner avec vos gros pelets carnés au fond de l'eau, alors que les poissons sont en train de marsouiner en surface pour gober des nymphes, vous passez complètement à côté de votre pêche. Il faut lever la tête, observer la surface de l'eau et s'adapter à la nourriture du moment. L'utilisation d'imitations d'insectes, de vers de vase artificiels ou de petits asticots présentés entre deux eaux ou en surface peut débloquer une situation qui semblait désespérée. Le mimétisme avec la source de nourriture naturelle abondante à cet instant T est le secret pour déjouer la méfiance des poissons les plus éduqués. Ne soyez pas prisonniers de vos habitudes terrestres. Regardez ce qui se passe sous l'eau et dans l'air. La tension de la ligne est un sujet de discorde, surtout chez les carpistes et les pêcheurs au feeder. La mode est aux lignes tendues à bloc, avec le sillon fortement plié, pour s'assurer un autoferrage immédiat. C'est parfait quand le poisson est agressif et mord à pleine bouche. Mais qu'avons-nous dit depuis le début? Après la fraie, le poisson est tatillon, méfiant et épuisé. S'il approche de votre appât, le prend dans sa bouche et sent instantanément la tension extrême de 50 mètres de fil tendu comme une corde de guitare, que va-t-il faire? Il va paniquer, recracher en une fraction de seconde et déguerpir. Dans ces conditions, détendre légèrement sa ligne ou utiliser un montage coulissant avec un minimum de résistance devient vital. Il faut laisser au poisson ces quelques centimètres de liberté pour qu'il prenne confiance et engame l'appât sans sentir le piège. Un fil légèrement détendu au fond épousera mieux les contours du relief sous-marin, devenant moins suspect visuellement et laissera le temps nécessaire pour que la touche se développe complètement avant que vous n'agissiez. Il ne faut pas oublier de prendre en considération les différences entre les espèces. On ne pêche pas un gardon après la fraie de la même manière qu'une tanche ou un silure. Le gardon récupère très vite. Il va se remettre en banc et commencer à chercher activement de petites particules. La tanche, elle, va devenir presque léthargique pendant 1 ou 2 semaines, boudant totalement les zones ouvertes pour se réfugier dans les herbiers denses. Si vous espérez attraper des tanches dans 3 mètres d'eau libre juste après leur frai, vous rêvez éveillé. Il faut adapter votre ciblage. Renseignez-vous sur les périodes exactes de frai de chaque espèce dans votre région, car elles ne se reproduisent pas toutes en même temps. Un brochet aura fini très tôt, tandis que la carpe attendra que l'eau soit bien plus chaude. Connaître le calendrier de la nature vous permet de cibler les poissons qui sont en phase de pleine activité et d'éviter de harceler ceux qui ont désespérément besoin de repos.
C'est l'essence même du pêcheur intelligent. Pêcher l'espèce qui est prête à coopérer. Avez-vous remarqué comment le silence matinal est souvent brisé par le premier lancer tonitruant d'un pêcheur impatient? Ce fameux premier lancer. C'est le lancer le plus important de votre journée. Mais souvent, sous le coup de l'excitation, on veut atteindre la berge opposée ou le milieu du lac à tout prix. On balance un montage lourd qui atterrit comme une météorite. Si des poissons reposaient tranquillement sur votre cou avant votre arrivée, ce seul lancer approximatif et bruyant vient de les expédier dans le département voisin. Votre première approche doit être un modèle de douceur. Avant de lancer sur votre coup de prédilection, faites un essai à blanc, sans hameçon ou sans amorce, juste pour mesurer la distance et amortir la chute. Utilisez le line clip de votre moulinet pour bloquer le fil et relevez votre canne à la verticale juste avant que le montage ne touche l'eau. Cela freinera la chute et assurera une entrée dans l'eau discrète avec un léger petit plop plutôt qu'un gros splash effrayant. Ce petit détail technique, qui demande 5 secondes d'attention, est littéralement la frontière entre une pêche réussie et un capot majestueux. Pour finir, il faut parler de la remise en question psychologique du pêcheur. Nous avons tous notre fierté. Quand ça ne mord pas, on cherche souvent des excuses extérieures. C'est la faute de la lune, de la pression atmosphérique, du vent qui a tourné ou du gars d'à côté qui fait trop de bruit. Mais dans 99% des cas, pendant la période post-frais, l'erreur vient de nous. C'est notre refus obstiné de changer nos habitudes qui nous conduit à l'échec. Pêcher fin, pêcher discret, pêcher petit, ce n'est pas régresser, c'est s'élever au rang de stratège. C'est comprendre intimement le rythme biologique du poisson, accepter d'utiliser un petit hameçon, de réduire la taille de ses èches et d'oublier les amorçages de brut demande de ravaler un peu son ego de pêcheur. Mais la récompense est au bout de l'effort. Lorsque vous verrez enfin votre flotteur s'enfoncer lentement ou votre sillon plier en douceur et que vous ramènerez un magnifique poisson dans l'épuisette grâce à une approche réfléchie, vous comprendrez que la finesse triomphe toujours de la force brute. C'est la plus belle leçon que la pêche puisse nous offrir. Voilà, nous avons fait le tour de la question. La période qui suit la fraie n'est pas une fatalité. C'est un moment charnière qui sépare les pêcheurs qui subissent de ceux qui comprennent et s'adaptent. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est cette bascule mentale indispensable. Le poisson n'est pas en colère ni vorace, il est fatigué et effrayé. C'est une révélation toute bête, un véritable électrochoc qui va totalement changer la façon dont vous préparez votre matériel le vendredi soir avant votre sortie. Oubliez vos cordages, vos hameçons géants et vos seaux entiers d'amorce. Pensez discrétion, pensez légèreté, pensez naturel. En affinant vos montages et en respectant le temps de récupération du poisson, non seulement vous augmenterez considérablement votre nombre de touches, mais vous redécouvrirez surtout une pêche tout en subtilité et en émotion. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce changement d'approche vous a ouvert les yeux et va vous aider pour vos prochaines sessions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Laissez-nous un beau pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, dites-nous en commentaire, quelle est la plus grosse erreur que vous faisiez jusqu'à présent après la fraie et que vous comptez bien corriger dès demain? À très vite au bord de l'eau.